Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cet échange à l'occasion de cette journée internationale. Nous entendions le portrait d'Oksana qui a 38 ans, qui vient d'arriver en Charente-Maritime, accueillie par un couple de Français comme 5000 autres de ses compatriotes en France aujourd'hui, ce qui change totalement la donne. On a une situation humanitaire qui nous place dans un état de gêne, d'impuissance et qui en effet relègue tout quasiment au second plan, hélas. Mais peut-être que ça place l'essentiel aussi au premier plan. On n'a pas l'habitude de traiter les questions internationales finalement dans une campagne présidentielle. C'est probablement un tort. Quand on élit un président de la République, on élit aussi un chef des armées, celui qui a la puissance nucléaire, celui qui siège pour nous au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis ça convoque aussi encore une fois notre part d'humanité. Je pense que ça peut aussi disqualifier un certain nombre de candidats qui eux en manquent terriblement et qui l'ont démontré dans la période. Même s'ils ont tous revu leur copie. Sur l'accueil des réfugiés, Éric Zemmour n'a pas franchement revu sa copie. Je ne l'ai pas vu extrêmement favorable à l'accueil des réfugiés ukrainiens et c'est d'ailleurs singulièrement le seul. Et ce qui est rassurant, c'est qu'en effet, tous les Français, eux, ils sont favorables parce qu'ils voient bien que c'est notre continent qui est attaqué, que ce sont finalement des Européens qui aujourd'hui sont sous les tirs et que forcément, ils ne comprendraient pas qu'on n'ait pas cet élan de générosité. Ça explique que la campagne prenne un tour différent, évidemment, qu'il n'y ait pas forcément pour le président sortant, désormais candidat, de grands meetings, et que ça explique, cela dit, Aurore Berger, vous qui êtes dans la majorité derrière Emmanuel Macron, est-ce que ça explique qu'il n'y ait pas de souhait de débat avec les autres candidats? Est-ce que ça explique tout, finalement? Non, ça explique pas tout. Il y a des choix qui sont aussi des choix politiques et qu'il faut assumer comme tels. La question du débat avant le second tour, en vérité, c'est la première fois qu'elle s'est posée, c'était en 2017. Mais en 2017, on n'avait aucun président de la République qui était en course au moment de la campagne présidentielle. François Hollande n'était pas candidat. Est-ce que s'il l'avait été d'ailleurs, il aurait lui-même accepté qu'il y ait un débat? Je suis pas certaine. Est-ce que imaginer un débat à 12 où le président de la République de facto sera la cible de tous les autres candidats, des 11 autres, avec un temps de parole très limité, puisqu'à égalité, ce qui est normal avec les autres, pour répondre, ça n'est pas évidemment du tout favorable. Ça ne veut pas dire que c'est une promenade de santé pour lui ce premier tour? Non, pas du tout. Mais je pense que le vrai débat, on l'a avec les Français en direct, comme dans les formats qu'on a pu avoir hier. Moi, j'étais à Poissy à ses côtés, avec du coup des questions très différentes, aussi sur des enjeux de vie quotidienne qui ressortent, et c'est bien normal. 200 habitants qui avaient donné leur question au maire Carl Olive, qui a thématisé un peu l'architecture de la soirée, qui était plutôt agréable, il faut le dire. Oui, enfin, vous avez aussi quelqu'un qui lui a dit mais pourquoi vous n'êtes pas déclaré plus tôt? Après tout, je comprends pas. Quelqu'un qui a posé une question très cash aussi sur les questions d'immigration, disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne plus aujourd'hui en matière d'intégration dans le pays, alors que j'avais l'impression que ça fonctionnait mieux avant, pour reprendre ces termes. Une question très cash aussi sur la hausse tout simplement des prix de l'énergie. Concrètement, comment on fait pour faire face sur les enjeux de pouvoir d'achat? Donc les différents sujets ont été traités, pas tous, il y en a évidemment bien d'autres sur la santé, sur le logement, sur l'éducation, qu'il va falloir traiter dans cette campagne. Et sur le format, c'est intéressant aussi, inédit du compte tenu de l'aspect et du contexte géopolitique. Frédéric Dabi, ces petites réunions là. Le format était habitants. intéressant hier. Il m'a rappelé le grand débat, qui avait été un moment qui est un véritable mantra pour Emmanuel Macron. Il était au plus mal dans les enquêtes d'opinion, en difficulté après un automne horribilis, Nicolas Hulot, Gérard Collomb qui quitte le gouvernement, les gilets jaunes. Et c'est vrai que le grand débat lui a permis un véritable rebond. Et c'est vrai que ce format lui permet de gagner en proximité, être dans le dialogue direct avec les habitants. Comme vous, je pense que les questions, il y avait un maire qui était proche d'Emmanuel Macron, mais certaines questions n'étaient pas si gentilles que cela, mais il y avait une ambiance bonne enfant. C'est vrai que ce qui était très intéressant et ce qui est très très inédit, c'était les allers-retours entre le président, le candidat. Quand Carl Olive le salue, il dit Monsieur le Président, puis après il dit Monsieur le candidat, et puis passer du bilan à la projection. Là où j'ai un petit point peut-être de nuance, c'est les débats d'avant le premier tour. C'est vrai qu'il n'y en avait jamais eu avant 2017. C'est vrai que c'est compliqué pour un sortant d'être la cible. Tout le monde se souvient de la célèbre affiche du Point Haut de l'Express, ce qui était majeur à l'époque, en 81, où on voit Giscard d'Estaing dans une sorte de viseur avec tous les candidats et ses 9 candidats anti-Giscard. C'est vrai aussi que les débats en 2017 ont énormément plu aux Français et que dans nos sondages jour du vote, c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus déterminé le vote des Français, ces débats télévisés, les 3 débats télévisés qui étaient de formats différents, celui de TF1 avec 5 candidats, celui de BFM CNews avec 12 candidats avec Europe 1, je crois, et celui de France 2 où il passait un par un. Ça avait quand même forgé une partie des comportements électoraux. Et là, dans un contexte où des Français, à tort ou à raison, disent c'est une non-campagne,
Nous sommes dans un contexte abstentionniste jamais vu depuis le début du quinquennat et même depuis une quinzaine d'années où à chaque élection on vote moins qu'à l'élection précédente, élection régionale de 2015 exceptée. Ça peut créer une sorte de déception. C'est au candidat président de trouver des formats pour montrer qu'il descend dans l'arène, même si les Français comprennent très bien que les temps sont absolument exceptionnels. Il est 13h17 au cœur de votre France Bleu et on va venir dans quelques instants à votre grande enquête IFOP sur le vote des femmes à un mois du premier tour, mais les 2 tours sont concernés. On verra quelle est finalement la mathématique de cette élection. Mais Aurore Berger, j'ai une question difficile pour vous. Nous sommes contraints aujourd'hui à rester impuissants, à regarder un peuple de 40 millions d'habitants se faire rayer de la carte. La France n'est pas en guerre contre la Russie, mais la guerre est aux portes de l'Europe. C'est une vraie question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre en avant, voire s'enorgueillir du fait de parler encore aujourd'hui à Vladimir Poutine? Est-ce que Emmanuel Macron a raison de le faire ou est-ce que cette option est en train de s'achever? Je crois qu'il ne faut pas s'en enorgueillir. Par contre, il faut assumer de dire que le dialogue, même difficile, reste un dialogue. Et qu'on en a besoin. Et qu'on en a besoin parce qu'à un moment, et c'est d'ailleurs une demande aussi du président ukrainien, que ce dialogue puisse être maintenu. On en a besoin parce que quand on doit mettre en place et qu'on espère mettre en place des corridors humanitaires, il faut bien que ce dialogue puisse exister. Et on sait bien qu'il y aura des pourparlers. Il y en a eu d'ailleurs en Biélorussie entre forces ukrainiennes et forces russes. Donc que la France soit un interlocuteur privilégié, que l'Union européenne le soit, que l'OTAN puisse l'être. Je crois que ça, c'est absolument essentiel. Donc, mais de discuter avec un homme qui a perdu toute rationalité et qui manifestement ne parle pas le même langage. Justement, ce dialogue est aussi un espoir qu'à un moment la rationalité puisse exister. Moi, je ne sais pas vous dire si la guerre en Ukraine durera une semaine ou si elle durera des mois. Les spécialistes eux-mêmes ne savent pas répondre à cette question sur la durée et sur l'impact dans l'opinion publique, y compris russe, de la durée des combats, des décès Bien aussi sûr, militaires. Mais ça fait 12 jours, 2 millions de réfugiés, d'exilés. Non mais je crois qu'on mesure tous évidemment l'ampleur, l'impact, et on est tous à la fois dans une sidération et aussi dans un désarroi en disant à une échelle individuelle, on se sent désemparé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut accueillir et être volontaire pour accueillir des réfugiés, on peut faire des collectes de dons, et les Français le font de manière incroyable. Et la solidarité est merveilleuse, bien sûr. Mais ce qu'on fait surtout, c'est d'abord d'avoir une action extraordinairement forte et coordonnée sur les sanctions. Nous n'avons jamais eu ce niveau de sanctions envers la Russie. Quand il y a eu Maïdan en 2014, bien sûr. On n'avait pas pris la mesure de ce qui se passait à ce moment-là. Mais qui n'enraille pas les bombardements, les tirs de mortier, qui n'enraille pas l'activisme des forces russes. Enfin, qui a quand même des conséquences extrêmement dures sur la Russie et sur la population civile russe. Quand même, il faut quand même en avoir conscience. Il faut avoir conscience aussi que les sanctions qui ont été prises au niveau européen, on voit que les entreprises sont en train de suivre cette dynamique. Les entreprises ferment en Russie. Visa, Mastercard qui annoncent que maintenant c'est fini. Enfin, vous avez une dynamique aussi qui se met en place où finalement les marques elles-mêmes, les grandes entreprises se disent on ne peut plus vis-à-vis des opinions publiques occidentales rester, et donc on se retire. Donc ça a forcément un impact, encore une fois, ce qu'on espère, sur l'opinion publique russe. On voit aussi des gens extraordinairement courageux en Russie qui sont prêts à manifester, qui le font de plus en plus au risque de la prison, des journalistes qui continuent à faire un travail extraordinaire d'information malgré la nouvelle loi qui a été passée complètement scélérate sur le risque d'emprisonnement quasi immédiat, là encore, de journalistes qui dévoileraient juste la vérité sur ce qui est en train de se passer d'un point de vue militaire. Donc voilà, je crois pas qu'on soit... Je pense qu'à une échelle individuelle, on peut se sentir et on se sent désemparé, mais qu'à une échelle collective, les sanctions économiques, financières qui sont prises sont extraordinairement puissantes et sont le seul levier qu'on fait. Et puis, si je vous pose la question aussi de soutien, y compris soutien militaire, malgré tout, sur la livraison d'armes qui a pu être faite. Mais parlons-en, parce que vous citiez le président ukrainien Zelensky qui dénonce les promesses non tenues de l'Occident. Il le dit, ça fait 13 jours qu'on entend des promesses, qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera. Et si je vous posais la question du dialogue, c'est qu'en d'autres temps, la France, face à des drames humanitaires un peu plus lointains d'ailleurs que celui qui se déroule sous nos yeux en Ukraine, intervenait au Koweït, au Kosovo, en Libye. Je voudrais qu'on réécoute ensemble François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il faut que vous en soyez sûrs. Protéger le droit dans le Golfe, au Moyen-Orient, aussi loin de nous qu'il semble sur une carte de géographie, c'est protéger notre pays. Ne laissons jamais à la loi du plus fort le soin de gouverner le monde. Accepter les horreurs dont nous sommes les témoins, ce serait
perdre notre âme. Ce serait laisser la gangrène de l'innommable s'installer à nouveau sur notre continent. En Libye, une population civile pacifique qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin se trouve en danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. Aurore Berger pour La République En Marche est avec nous, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP également. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que nous n'intervenons pas pour sauver les Ukrainiens ? Bon, déjà, il y a quelque chose qui est évidemment très différent, c'est la puissance nucléaire de la Russie. Je pense qu'on ne peut pas l'ignorer, d'autant plus quand le président russe lui-même porte cela en menace. Et c'est-à-dire, c'est une menace pour le monde, c'est une menace directe pour le continent européen. Et donc, entrer en guerre avec la Russie, c'est entrer en guerre face à une puissance qui est une puissance nucléaire. Et je pense que je ne suis pas sûre d'ailleurs que les Français l'accepteraient, que les Européens l'accepteraient. Donc ce qu'on fait, c'est un choix, en effet, très clair, d'un train de sanctions économiques et financières qui ne va qu'en se renforçant et qui oblige et accélère le fait que les entreprises elles-mêmes se désengagent de la Russie, je pense, et de la Biélorussie d'ailleurs, puisque les sanctions, elles concernent aussi la Biélorussie. C'est une action diplomatique majeure qui fait que le vote de la résolution aux Nations Unies, seuls 5 États ont voté contre, dont la Russie elle-même, montrant quand même l'isolement dans lequel Vladimir Poutine se place aujourd'hui. Qui a voté avec lui? La Biélorussie, la Syrie. Enfin, c'est quand même ça aujourd'hui, les soutiens, la Corée du Nord. Voilà les soutiens qui sont aujourd'hui ceux du président russe. Donc c'est aussi ça qu'on arrive à démontrer, qu'on arrive à faire. Je ne suis pas sûre que nos opinions publiques accepteraient qu'on puisse entrer en guerre d'un point de vue militaire avec une puissance qui est une puissance nucléaire, avec les conséquences que ça pourrait avoir. Vous évoquiez peut-être le manque de rationalité du président russe. Enfin, c'est aussi ça, à un moment, c'est comment on protège l'Ukraine, comment on protège les pays qui sont directement frontaliers, qui sont européens, qui se retrouvent à 60 km des combats et des bombes, et comment on protège aussi nos propres populations. Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai que quand on mesure l'inquiétude de l'opinion publique française sur cette situation en Ukraine après l'agression russe, on a un niveau d'inquiétude, c'était une enquête IFOP fiduciale de vendredi dernier, de 92%. Symboliquement, 2 ans avant, c'était à peu près le niveau d'inquiétude sur ce Covid qui arrivait sur le pays. On était quelques jours avant l'annonce du premier confinement, au lendemain du premier tour des élections municipales. Donc on a une inquiétude très forte et au cœur de cette inquiétude, je rebondis sur ce qu'a dit Aurore Berger, c'est cette crainte d'une menace nucléaire. Pour autant, l'opinion publique soutient les livraisons d'armes, soutient bien sûr l'accueil des réfugiés, mais c'est vrai qu'elle n'est pas sur une logique de va-t-en-guerre automatique. J'ai en tête un précédent qui est différent, mais qui peut nous donner des éléments sur l'opinion publique française. En 2013, qu'est-ce qui se passe l'été 2013, en juillet? On apprend que Bachar el-Assad a gazé une partie de sa population. Oui. Il y a une guerre civile terrible. Et François Hollande, Barack Obama, je crois d'autres dirigeants européens, réfléchissent à une intervention armée. Et on se souvient d'un refus total de l'opinion publique française. On a tendance à réécrire le quinquennat de François Hollande et ses fameuses chutes de popularité dans le baromètre IFOP JDD sur le ras-le-bol fiscal. Oui, il y avait ça en septembre 2013, mais il y avait aussi un souhait très fort de non-intervention en Syrie, comme en 2003, il y avait un très fort soutien de la non-intervention en Chirac. Vous poserez la question, la question aux Français? Oui, elle est en train d'être posée dans une enquête qui va sortir dans quelques jours. Merci Frédéric Dabi. On va parler de celle qui est publiée ce matin, Les femmes et la présidentielle. Il est 13h26 sur votre France et sur France Bleu. Une enquête que vous nous révélez, que vous avez posée aux femmes sondées, et vous allez pouvoir réagir, Aurore Berger. Voici une question toute simple pour commencer. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel, mesdames, des candidats suivants, y aurait-il le plus de chances que vous votiez? Alors cette enquête a été menée du 25 février au 4 mars, donc c'est pendant cette agression ukrainienne, et comme auprès de l'ensemble des Français, il y a un effet drapeau autour d'Emmanuel Macron qui arrive en tête auprès des femmes avec 29%, qui devance Marine Le Pen de 11 points, qui atteint 18%, donc ça ressemble au premier tour que nous mesurons auprès de l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de vote spécifique des femmes. Alors justement, c'est là où il y a une vraie différence, et je vois ça dans cette campagne. Ça a été un petit peu atténué par les conséquences de cette guerre en Ukraine. On a quand même l'émergence d'un vote féminin ou d'un vote genré. Puisque quand je regarde ce qui s'est passé en 2007, en 2012, en 2017, il y avait quasiment, et la source, les sondages jour du vote de l'IFOP fiducial, pas de différence sur la plupart des candidats entre vote des hommes et vote des femmes, sauf
encore par le passé avec Jean-Marie Le Pen qui avait un vote extrêmement masculin. Là, en dehors d'Emmanuel Macron qui a un vote assez équilibré femmes-hommes, on a des survotes féminins, par exemple pour Marine Le Pen. Et c'est intéressant de voir à quel point, elle a un vote qui s'est un petit peu genré. Et là, en rupture avec le vote très masculin du Front National, c'est le reflet du narratif, du récit qu'elle propose depuis quelques mois, voire quelques années. Qu'est-ce qu'elle dit aux femmes, Marine Le Pen? C'était hier l'émission sur LCI, où elle se présente comme une femme divorcée, une femme qui a subi des discriminations, qui a élevé seule ses enfants. Et c'est vrai qu'elle bénéficie auprès des femmes d'une sorte de proximité identificatoire. Quand Emmanuel Macron bénéficie d'une proximité admirative, avec une logique de distinction. C'est le seul qui est aux manettes, c'est le seul qui peut défendre les intérêts de la France. C'est un vrai levier, ce qui explique qu'en à peine une semaine, il a gagné 4 points dans notre rolling, dans notre enquête quotidienne. A contrario, le vote Mélenchon, le vote Pécresse et surtout le vote Zemmour est un vote où il y a un déséquilibre entre femmes et hommes. Alors, on sait pourquoi sur Éric Zemmour, même s'il a un petit peu compensé cela, mais c'est vrai que dans notre enquête, il y a un décalage de 4 points entre les hommes et les femmes pour Éric Zemmour. Je donne les chiffres, 13% pour Valérie Pécresse, 11% pour Éric Zemmour et 10% pour Jean-Luc Mélenchon auprès des femmes, alors qu'il est à 13% chez les hommes. Donc il y a quelques points communs, bien sûr, avec ce duo Le Pen-Macron, pour l'instant très fortement dominé par le président sortant, mais un vote féminin qui est devenu un petit peu spécifique et qui s'inscrit quand même dans ce que j'appelle l'émergence d'une opinion publique féminine. Il y a encore quelques années, Wendy, à part sur des sujets très genrés, inégalité salariale, violence faite aux femmes, il y avait, dans les sondages, on ne regardait pas la ligne de ventilation femmes-hommes. Il y avait peu de différences hommes-femmes. Maintenant, on a des différences réelles. Et si je reviens à Éric Zemmour, dans notre baromètre de popularité IFOP fiducial pour Match, qui a été lâché il y a quelques heures, c'est l'homme politique qui a le plus grand écart de popularité femmes-hommes, 15 points d'écart de popularité entre les hommes et les femmes. Merci Frédéric Dabi. On va poursuivre évidemment le dévoilement de cette enquête et vous allez réagir juste après une petite pause. Il est 13h29 au cœur de Ma France sur votre France Bleu. À tout de suite. Ma France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Chaque après-midi sur France Bleu, c'est déjà demain. Le tuto radio de la famille épanouie. Salut à tous, Frédéric Le Ternier. Et ce mardi, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, on va parler de femmes qui exercent des métiers d'hommes. Pas courant et surtout pas toujours facile de se faire une place. Qu'est-ce qu'elles ressentent? Comment elles sont avec les hommes de ce métier? On attend tous vos témoignages sur le sujet. C'est déjà demain, le magazine du mieux vivre en famille, tout à l'heure sur France Bleu, dès 15h. France Bleu. Amplifon présente Bien entendre pour mieux comprendre. Dis mamie. Oui ma chérie. C'est possible de s'aimer pour la vie? Évidemment ma puce. Regarde-nous. Grâce à ses aides auditives Ampli Énergie Intelligente, une exclusivité Amplifon, Jeanne profite pleinement de toutes les conversations, même dans le bruit. Vous aussi, venez les découvrir pendant le mois de l'audition. Et jusqu'au 31 mars 2022, ne manquez pas nos offres exclusives. Prenez rendez-vous sur amplifon.fr. Amplifon, dispositif médical CE. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Le goût, c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête. France Inter et la Massif vous proposent Les Secrets du goût, une conférence interactive animée par François-Régis Gaudry. Rendez-vous le mardi 5 avril à 20h avec mes invités, le neurobiologiste Gabriel Lépouzé et la chef étoilée Stéphanie Lequelec pour des expériences inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles. Une soirée unique à vivre au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France. Information sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France. En partenariat avec la Massif. La Massif, c'est vous. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Oh oui, que vous êtes tous géniaux. C'est un plaisir de vous écouter du matin au soir. C'était une superbe soirée. Merci à France Bleu de nous avoir offert ce spectacle. Ma France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Wendy Bouchard. Il est 13h31 sur votre France Bleu et Ma France se poursuit en ce mardi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, avec nos invités, la députée LREM des Yvelines, Aurore Berger, et le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, qui nous dévoile cette enquête sur le vote des femmes pour la présidentielle. Premier tour dans un mois. Vous nous disiez l'effet de drapeau également pour Emmanuel Macron. C'est le candidat qui vient en tête lorsque l'on demande aux femmes de choisir leur candidat ou leur candidate idéale pour la présidentielle.